Bienvenue à toutes et à tous. Une fois n'est pas coutume, notre invité de ce dimanche soir incarne l'engagement plutôt qu'une profession, d'autant que ses talents sont multiples. Rachel Kahn est actrice, autrice, co-directrice de La Place, le centre culturel hip-hop de Paris. Elle a aussi été juriste et athlète de haut niveau. Elle est surtout de tous les combats, de toutes les luttes contre les discriminations, le racisme, l'antisémitisme et les discriminations sexistes, bien sûr. Ce soir, Virginie Gage nous offre l'occasion de découvrir le parcours singulier d'une personnalité exceptionnelle. Et je me dois de le rappeler, une personnalité qui a toujours été un soutien fidèle à l'ECUJ. Nous avons encore en mémoire cette magnifique soirée d'hommage à Simone Veil que Rachel Kahn a coordonnée pour l'ECUJ. Chère Rachel, cet événement a tellement émerveillé l'auditoire qu'on nous en parle encore. Voilà, qui fait au moins le lien entre juive et féministe. Merci Gad. Rachel Kahn, bonsoir. Bonsoir Virginie. Bonsoir Gad. Alors, je suis ravie de vous recevoir, moi, en ce 14 février, parce que vous et moi, nous avons une mission. Alors, je ne sais pas vous, mais alors moi, toutes les veilles de Saint-Valentin, je me dis la même chose. Mais non, mais c'est has-been, la Saint-Valentin, plus personne ne le fête. Et alors, depuis ce matin, je constate avec désolation que tout le monde la célèbre. Alors, si comme moi, vous avez été inondé de mails commerciaux, respectivement de Monoprix, Picard et Darty, me souhaitant une bonne fête des amoureux, si tous vos réseaux sociaux comme les miens ont dégouliné de photos, de bouquets de fleurs, de chocolat et de photos de couples d'amoureux qui réussissent l'exploit de s'embrasser tout en se prenant en selfie. Les gars, il faut juste m'expliquer comment ça se passe parce que moi, déjà toute seule, j'arrive pas. Donc, si vous êtes saoulés comme moi, eh bien, nous, oui, Rachel Kahn et moi, c'est votre mission si vous l'acceptez. Nous allons vous envoyer du love. Nous allons vous rappeler qu'une rencontre, c'est d'abord deux pensées qui se touchent, de l'intelligence qui circule. Ouais, avec nous, tu vas comprendre que l'altérité reste le plus beau des territoires à explorer. Bref, on va te venger. Si tu es célibataire ou si tu es avec la mauvaise personne, ça arrive aussi. Les rendez-vous du dimanche soir initiés par l'ECUJ et moi-même, votre aimable serviteur, sont pour nous l'occasion de lutter contre ce que j'ai découvert cette semaine, c'est la fatigue pandémique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que tout est dit en fait. J'ai trouvé ce mot cette semaine et je me dis c'est tellement ça, la fatigue pandémique, c'est qu'en fait, cette sensation qu'on vit la vie d'avant, moins tout ce qui la rendait sympa. Les réunions de famille, la culture, les verres de rosé en terrasse, les dîners qui s'éternisent, les embrassades qui se prolongent. Donc chaque dimanche, on essaye avec Gad de créer du lien. Parfois, on est en terrain connu. D'autres fois, comme ce soir, pas du tout, puisque moi, je ne vous connaissais pas ou très peu. J'avais lu en 2014 votre chronique Juive et Noire et j'avais été saisie par la justesse de votre écartèlement entre deux cultures. Vous racontiez aussi les poncifs de vos interlocuteurs qui vous disaient « Oh, mais c'est chouette ce mélange, comme si on était un cocktail. » C'est tellement détestable parce qu'il y a autant de bonnes intentions que de condescendance et les bonnes intentions, l'enfer, on sait qu'il est pavé de bonnes intentions. Je ne vais pas vous mentir, je connais très peu de juifs noirs. Le seul que j'ai découvert comme ça dans mon histoire quand je me suis replongée, c'est Sammy Davis Jr. Et il y a dans le jazzman américain une telle volonté d'exister au-delà de tout que finalement sa conversion tardive au judaïsme, elle m'apparaissait comme secondaire. Alors j'ai fait un peu des recherches, j'ai découvert qu'il y avait un livre qui avait été édité par Edith Bruder, chercheuse associée à l'Université de Londres, qui recense des groupes d'ethnies juives en Afrique. Et depuis que je vis en Israël, puisque j'habite en Israël, je croise des Juifs d'Éthiopie, mais aussi beaucoup d'Érythréens aux abords des gares, à la périphérie, et je constate avec désolation que le racisme ne nous est malheureusement pas étranger. Et journaliste, j'avais interviewé le président d'une association de Juifs noirs qui m'avait raconté qu'on lui avait très gentiment demandé un samedi matin ce qu'il faisait là, et que s'il attendait le buffet de la Séouda, c'était pas très très correct. Voilà. Et j'avais été complètement effarée par cette anecdote. À côté de ça, je me suis plongée dans votre parcours. Donc, je découvre que votre mère est juive, enfant caché, elle est devenue libraire. Votre père est gambien, prof d'anglais. Vous grandissez en Touraine dans un milieu que vous qualifiez plutôt d'intello. Alors, pourquoi nous n'avons pas intitulé, parce que c'est la réflexion qu'on m'a faite toute la semaine, pourquoi tu n'as pas appelé ça juive et noire? Parce qu'en fait, excuse-moi, en fait, j'ai été sympa hein, parce que j'aurais pu me vénérer, mais je n'ai pas eu envie. Je me suis dit, ce qui est intéressant finalement, c'est de confronter une identité qu'on n'a pas choisie avec une identité qu'on a choisie, c'est-à-dire féministe. À côté de ça, je pense qu'aujourd'hui, toutes les femmes devraient l'être, mais ça reste quand même un choix de se battre pour nos droits ou pas. Alors que juive et noire, en fait, elle n'a pas choisi. Donc voilà. Donc c'est ça, c'était pour évacuer tout ça. Ce que je voulais quand même vous dire, et ce qui est quand même assez important, c'est que finalement,
ce qu'il y a en plus de tout ça, c'est que vous êtes incasable. Il le disait, Gad, vous avez eu plusieurs carrières, parfois jugées complètement antinomiques. Enfin, moi, quand je lis sur une fiche Wikipédia que vous avez été athlète de haut niveau et juriste, je me dis que finalement, vous êtes un antidote à tous les préjugés. Et c'est pour ça que je vous remercie infiniment d'être avec nous ce soir, Rachel Kahn. Je le disais, en février 2014, vous avez signé cette magnifique chronique « Noire et juive, la liberté de l'espèce ». Et on pouvait lire, à l'époque, vous disiez, donc il y a 7 ans, aujourd'hui déchiquetée, écartelée, tiraillée, la France se divise et on me demande de rentrer dans une case, de faire un choix entre mon père et ma mère, entre noir et juif. On me demande de ne pas être qui je suis, de ne pas vivre qui je dois être, une afro-yiddish, une française. Alors ces mots, 7 ans après, il faut replacer, on est quand même en pleine affaire Dieudonné, c'est quand même important. Aujourd'hui, est-ce que vous pourriez réécrire les mêmes mots ou ça va mieux? Déjà, merci pour cette introduction qui était magnifique. On va donner du love à fond. Moi, je suis complètement partant parce que finalement, ce que je suis, c'est une histoire d'amour, avant tout. Malheureusement, on pourrait redire exactement la même chose aujourd'hui. Vous ressentez le même écartèlement? Alors, je ne le ressens plus parce que j'ai décidé de m'affranchir. En revanche, quand je regarde ce qui se passe dans la société, on continue sur mettre dans des cases, sur opposer les gens, et en plus de ça, avec des nouvelles terminologies en fait, qui finissent de circonscrire des personnes dans des identités figées. Voilà. Vous avez parlé de mon parcours, etc. Moi, c'est vraiment l'amour et aussi la vie, et exister en fait. C'est juste, j'ai fait simplement avec l'existence. Pour m'émanciper de ces identités de repli figées. Quand j'entends des mots comme racisé, par exemple, qui circonscrit dans un essentialisme qui empêche de s'émanciper de tout, quand je vois des petits, oui, qui malheureusement sont pris dans ces victimisations, etc., ça empêche toute possibilité d'aimer l'autre qui est loin de soi. Et ça empêche de vivre réellement. Et moi, c'est ce que j'ai. Maintenant, ça ne me heurte plus comme à l'époque de Dieudonné. Mais aujourd'hui, les forces en présence sont quand même assez violentes. Pourquoi? Parce que finalement, c'est des anciens alliés. C'est des gens avec qui on aurait pu être copains il y a 10-15 ans. Vous sentez une sorte d'écartèlement d'un propre camp? Je parle de la gauche, hein, parlons peu, parlons bien. Oui. Après, oui, d'écartèlement, de culpabilité mal placée aussi, qui joue un mauvais jeu pour nous recoudre, pour nous réparer, pour nous rassembler. Des gens qui se sentent obligés de jouer une partition déjà écrite, avec des mots déjà dits, et en fait, on ne va nulle part. Et tout ceci dans un contexte de pandémie et de fatigue pandémique. Là, c'est la grosse fatigue internationale, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a plus le sentiment que les gens aient envie d'aller vers des chemins inconnus pour vivre. Sauf qu'en fait, c'est ça qui fait vivre. Même si on est obligé de rester chez soi, même dans un confinement, etc. Dans la pensée, on est bien obligé d'aller s'évader vers un ailleurs pour pouvoir vivre avec un peu de sérénité. Mais là, ce qui est renvoyé dans ce truc-là, justement, de la gauche, d'une forme de bien-pensance qui n'arrange rien et qui concrétise de la culpabilité d'un côté, de la victimisation de l'autre, et des replis de plus en plus forts. C'est gay ou vous trouvez que c'est gay comme... Non, pas du tout. On va envoyer du love, vous inquiétez pas. Du love, voilà. Parce qu'à la fin, c'est les gentils qui gagnent. Je crois, enfin j'espère. Non, mais ce que je voudrais comprendre, moi, c'est qu'est-ce qui fait que dans votre parcours à vous, il y a un truc qui fait que la France occupe une place très importante et qu'on peut voir aujourd'hui dans des femmes qui sont peut-être de votre même génération, qui ont la même couleur de peau que vous, une ultra revendication très forte de l'esclavage, d'une histoire coloniale. Qu'est-ce qui fait dans votre parcours que vous, le creuset français a fonctionné? Peut-être plusieurs choses. Déjà parce que je suis née en Touraine. Et quand même, la Touraine, c'est pas pareil que l'Île-de-France, c'est pas pareil que Paris. Et puis après, ce qui m'a été transmis, c'est malgré tout, à travers
l'art et la culture et la connaissance, un amour de la France. C'est-à-dire que quand je pense que mes parents, alors je n'ai pas trop envie de parler pour eux, mais j'ai l'impression qu'ils sont contents de s'être rencontrés en France, qu'ils n'auraient pu se rencontrer qu'en France, qu'ils n'auraient pu s'aimer qu'en France à cette époque-là. Et puis bon, avec leurs histoires douloureuses, chargées chacun, très, très chargées, ils ont survécu et ils se sont reconstruits et ils ont construit leur histoire ici. Donc, c'est ça qui m'a été transmis, moi. Alors, peut-être qu'on n'a pas eu la même enfance avec d'autres, justement. C'est-à-dire qu'une couleur de peau n'est pas forcément le symbole d'une vie de souffrance. C'est ça, le truc. Enfin, moi, en tout cas, mon enfance, elle était vraiment dans l'amour, dans la sérénité, dans la transmission de mes deux parents. Mes parents sont encore ensemble. Donc, voilà, je suis le contre-exemple, en fait, de toutes les histoires. Donc, c'est peut-être pas très sexy, parce que je sais qu'il faut un peu des drames, etc. Mais moi, les drames, par contre, ils m'ont été très transmis de eux, leur part, et puis de mes grands-parents. Donc, lesquels? Vous pouvez nous en dire plus? En fait, c'est surtout, donc, c'est vrai que mon père est un taiseux, mais en fait, dans les silences, on comprend beaucoup. Et puis, du côté de ma mère, avec mon grand-père qui a été déporté, ma mère qui a été extrêmement marquée par son enfance, puisqu'elle était séparée de ses parents pendant sa petite enfance. Et ça, aujourd'hui, bon, peut-être elle me regarde, alors je ne veux pas trop donc, non, mais bon, voilà, tout son univers culturel, d'aller chercher quelque chose dans les livres, d'aller à la recherche de sa famille, parce que beaucoup ont été, voilà, sont morts à Auschwitz. Donc, aller chercher quelque chose, à la recherche de recréer ce lien qui a été coupé à un certain moment. Voilà, ça, c'est la vie de ma mère. Donc, et donc, d'avoir cette responsabilité en tant qu'enfant, d'être au plus près du réel. Je n'ai pas le droit d'être dans la victimisation, moi, en fait, par rapport à ce qui s'est passé. Enfin, je le ressens pas, je ne peux pas. C'est-à-dire quand ma mère me raconte le Lutetia, mon grand-père, les 30 kilos, enfin, voilà, je ne peux pas aujourd'hui me dire, voilà, c'est le seum en France. Non, enfin, pour moi, c'est comme si toute ma famille de Pologne avait survécu, puisqu'on est là encore. Voilà. Ce que j'entends dans ce que vous me dites, c'est beaucoup d'amour dans une histoire où il y a eu beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Et c'est vrai que sans juger le fond des revendications sur lesquelles on peut discuter, mais moi, ce que je sens aujourd'hui dans le camp dont on parle, c'est beaucoup de violence, en fait, même verbale, une espèce de revendication très forte, Oui. alors qui s'empoigne, que ce soit sur les plateaux ou sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on combat ça? Parce qu'avec de la douceur, c'est compliqué quand même. Alors, on le combat. Alors, en fait, je crois qu'avant la violence, il y a surtout la peur de sa propre impuissance, en fait. Et j'ai l'impression aujourd'hui qu'avec, bon, on est quand même dans une société de névrosés, hein, bon, avec une crise de l'ego, une crise de la lumière, la part d'ombre est complètement négligée, on a envie d'apparaître, on a envie du buzz. Twitter a fondé son marché quand même sur l'ensemble de nos névroses. Donc, pour exister, en fait, on n'a plus de filtre sur notre violence, parce qu'on a tous de la violence. Personne n'a le monopole de la violence. Enfin, voilà, si on était lâchés, ça serait tous, enfin, c'est la guerre, quoi. Donc, j'essaie de toujours voir à quel endroit se situe la peur, l'impuissance, la névrose, puis la violence. Et après, par contre, je n'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là, en fait, du clash, du buzz. Plutôt... Et est-ce qu'on vous a demandé de le faire? Et est-ce qu'on se Oui, dit, il y a Rokhaya oui. Diallo, il faut qu'on ait en face? Oui, en sous-texte, oui, voilà, exactement. En sous-texte, même sur Twitter, les gens n'arrêtent pas de me dire, oui, c'est pas comme Rokhaya Diallo, exprès pour me chauffer, pour que j'aille au clash, etc. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. En plus, pour moi, la bataille, elle se situe à un autre endroit. C'est plutôt reconstituer, retrouver des espaces de dialogue, retrouver des espaces
d'échange, pouvoir parler chacun de notre violence à l'intérieur. Moi, par exemple, c'est vrai que si on attaque soit les Noirs, soit les Juifs, soit les femmes, je me sens tout de suite à fleur de peau, j'ai envie de surréagir. Mais donc ça, trouver ces espaces de débat-là, et surtout, moi, ma bataille, elle est dans l'artistique. C'est-à-dire dans mes bouquins, dans la musique, en essayant aussi de me dépasser pour aller parler aux personnes qui ne me plaisent pas du tout. Quand je vais en détention, par exemple, travailler avec les fichiers S ou les jeunes radicalisés, je vous assure que je prends sur moi, mais à la fin, il en sort quelque chose. Mais véritablement. C'est-à-dire qu'on peut se dire non, c'est fini, la gauche a été trop molle, machin. Moi, je sais qu'aujourd'hui, c'était quand? Il y a 2 semaines, il y a un détenu que j'ai vu pendant 5 ans qui est venu me voir à la place, un fichier S. Et c'était absolument bouleversant. Peut-être que sur 100, s'il y en a un, je me dis c'est déjà ça de gagner. Voilà. Mais quand on commence à reconnaître les gens, à les voir, à essayer de dire mais pourquoi tu as peur, où se situe ta violence, qu'est-ce que tu as mal pris, etc. Oui, il y a un chat à côté de moi. C'est un chat mignon. On vous envoie de l'amour. On vous a prévenu, on vous envoyait de l'amour ce soir. Bien sûr, de l'amour. Non, mais voilà, dans l'échange, aller faire relation. Même si c'est très difficile. Hein. Mais moi, je m'empêche comment dire. En fait, il faut que je parle à tout le monde pour comprendre mon altérité. Je ne peux pas être comme je suis et ne pas parler à l'ensemble des personnes, même les gens qui sont les plus repliés. Je trouve que c'est ma responsabilité. Alors, on va parler un peu de votre parcours, on va revenir très loin. Vous nous parliez de votre enfance en Touraine, vous étiez au Talmud Torah à 7 ans. Moi, j'aimerais bien savoir comment ça se passe quand on est juive et noire, parce que moi, j'en avais jamais vu, par exemple, je sais pas, j'ai 44 ans, on n'est peut-être pas de la même génération, mais est-ce que vous avez subi de la part de la communauté des regards intrigants, gênés? On est entre nous, si on doit faire mea culpa, faisons-le. Est-ce que la communauté a été un peu saisie de votre double culture? Non. Bah déjà, jamais. Non, mais enfin, alors je vais vous expliquer, enfin, pas à Tours, en fait, bon, à Tours, donc à 7 ans, 8 ans, etc. Moi, je ne savais pas que j'étais noire à 7 ans, en fait. Enfin, je ne savais pas. Enfin, c'est un truc où c'est pas forcément... ouais, c'est comme ça. Non, après, là où j'étais vraiment la chouchoute au Talmud Torah, c'est parce que j'étais la seule fille. Plutôt. D'accord. C'est plus ça, le truc. Donc là, voilà, j'avais un peu des privilèges de fille, et puis même le vendredi, je pouvais être en bas avec les hommes, voilà, pour faire un peu des petits paragraphes du schéma, etc. Donc, non, non, très bien. C'est ensuite, quand je suis arrivée à Paris, que là, c'était un peu dur. Qu'est-ce qui était dur? Il fallait être soit l'un, soit l'autre. Les gens ne comprenaient pas. En fait, les gens comprenaient. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi ils ne comprenaient pas, parce que pour moi, c'était une évidence que je suis juive, je ne vais pas le dire, voilà. Et les gens me disaient, non, mais chez nous, je ne sais pas, moi, je dis n'importe quoi. Chez nous, on fait le kidouche comme ça. Ben oui, mais chez nous, c'est chez moi, en fait. Donc, oui. Ça, voilà. Et puis, oui, il y a eu un épisode qui était douloureux. C'est un jour, quand je suis allée au gymnase Japy, c'était à Kippour, et là, où on m'a demandé ce que je faisais là, et qu'on n'acceptait pas les visiteurs. Et donc, quand on n'a pas mangé, on est un peu comme ça, à fleur de peau. Les visiteurs, quand on est dans la pensée de ses grands-parents, etc., ou de sa maman, c'est difficile. Parce qu'après, bon, moi, je me suis dit que la personne qui m'avait virée de la synagogue ce jour-là, l'agent de sécu, bah, pour moi, c'est un antisémite. Parce qu'en fait, si se dire que la personne qui ressemble au profil défini par Hitler dans Mein Kampf, c'est un juif, c'est-à-dire un grand nez, blanc, machin, etc., ça veut dire que tu suis les préceptes de la SS. Voilà. Donc, ce jour-là, vous avez ressenti quoi? Horrible, c'était horrible. Ce jour-là, c'était si douloureux. En fait, j'ai ressenti une injustice tellement profonde, et le pire, c'est que j'ai ressenti peut-être ce qu'a pu ressentir mon grand-père pendant la guerre. C'est-à-dire qu'en fait, on m'a demandé mes papiers, on m'a demandé ce que je... Alors moi, j'ai dit, moi, j'ai rien, j'ai pas mes papiers, c'est qui... Enfin, j'ai rien sur moi, je sais qui pour, quoi. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, je viens prier. Et le mec, il faisait un comme ça, enfin...
genre comme ça. Et puis après, je me suis imaginé une histoire. Je me suis dit, alors voilà, si j'avais été un garçon, il aurait fallu que je baisse mon pantalon. Est-ce il fallait que je porte ma Megan David pour montrer que je suis juive? Enfin, comment porter l'étoile, quoi. Donc, voilà, c'était difficile. On l'entend. On sait, Rachel, que les relations entre la communauté juive et la communauté noire, si tant est qu'on puisse dire une communauté et une communauté, ont souvent été difficiles, notamment aux États-Unis, avec des épiphénomènes qu'on a vus. Mais moi, je me demandais, vous, finalement, il y avait un truc qu'on étudiait en 5e, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, c'était la tectonique des plaques. Vous savez, quand les plaques, elles se touchent comme ça, quand il y a friction, frottement. Ouais. Et je me suis demandé, vous, ce que vous aviez ressenti pendant l'affaire Ilan Halimi, enfin surtout l'histoire du gang des barbares. Ouais. Comment est-ce qu'on est quand on est à la fois, on se reconnaît dans la victime et à la fois quand on voit, et je vous le dis entre nous vraiment, on recevait Émilie Frèche la semaine dernière. Voilà. Quand on a découvert le visage de Youssouf Fofana, c'est vrai que pour la génération des années 80 comme moi, on ne comprenait pas. Enfin, donc comment est-ce que vous avez vécu ces phénomènes-là, ces moments-là où se cristallise finalement votre double appartenance? Bah, à chaque fois, c'est des chocs et puis c'est surtout une incompréhension parce que les histoires sont tellement... les parcours sont tellement les mêmes entre l'histoire juive et l'histoire afro-antillaise. C'est tellement la même chose, c'est tellement les mêmes récits, c'est tellement les mêmes contes. La sortie de l'esclavage, le pardon, enfin, c'est les mêmes trucs, donc c'est complètement, c'est fou. Après, c'est vrai que j'ai rebondi, je travaillais à la région Île-de-France et donc sur le financement du film écrit par Émilie. Et puis, j'ai appelé Tony, qui est un ami, qui a joué le rôle. Et ensuite, on avait fait l'hommage à Ilan Halimi. En fait, je suis dégoûtée. Mais après, je rebondis en essayant de faire quelque chose, même si c'est des petites choses, pour pouvoir faire avancer, tenter de recoudre, etc. Voilà, j'essaie de ne pas rester passive. Même si c'est des trucs qui n'ont aucun impact, hein, j'essaie de me bouger. Voilà. On va parler de féminisme. Moi, je voulais savoir, moi j'ai grandi dans une famille juive séfarade des années 80. Donc voilà, parisienne, juive d'Algérie, qui n'était pas. Enfin, je veux dire, mon père nous poussait dans l'idée de faire des études et de s'émanciper, mais bon, on était quand même des filles, quoi. Et je voulais savoir dans quel milieu, parce que je ne sais pas si. Enfin, je ne sais pas entre votre papa qui vient de la Gambie et votre mère, mais je me dis qu'un couple comme ça qui choisit de s'aimer dans la France quand même d'après-guerre, enfin, je veux dire, est-ce que vous avez été élevé à l'idéal féministe? Est-ce qu'on vous a poussé très tôt à casser les barrières et à faire fi des barrières? Oui, alors déjà, mes grands-parents du côté de ma mère avaient un magasin de confection schmattesque pour hommes. Et ma mère s'était déjà émancipée en devenant libraire et non en étant dans les en vêtements. Faisant comme ses parents. Voilà, c'est ça. Donc déjà, et ça, je sais que c'était marquant. C'était un fait marquant elle en parle d'ailleurs encore régulièrement. Puis en plus, aller vers la littérature, une librairie, bon, c'est quelque chose. Après, moi, en fait, je ne l'ai pas vécu, je ne l'ai pas conscientisé parce que c'est vrai qu'on a vécu toujours assez libre au fond. Alors, c'est sûr que je ne parle pas des sorties et des trucs comme ça. Mon père africain, bon, il faut travailler, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Mais comme j'avais le sport de haut niveau, de toute façon, je ne pouvais pas non plus rentrer à 6 heures du matin tous les jours. Donc, j'avais les entraînements et les trucs comme ça. Donc voilà. Après, l'injustice moi, de femme que j'ai vécue, c'est vraiment à l'âge des 14 ans. Quand j'étais la chouchoute à 7 ans, je pouvais faire le schéma en bas avec les hommes. Et puis après, on m'a demandé de monter en haut. Ça, vous l'avez mal vécu? Ah ouais, moi, j'étais dégoûtée. Voilà, ça m'a dégoûtée. Parce que moi, je chante bien. Alors, je ne comprends pas pourquoi on me dit de ne pas faire le kidouche et des trucs comme ça. Voilà. Ça, vous l'avez mal vécu à partir de 14 ans, ouais. Oui, parce qu'en plus, j'avais un rabbin que j'aime beaucoup. Hein. Je suis encore en lien avec lui et tout, mais
et qui a pris le temps de me parler, etc. Donc, je comprenais pas tout, en fait, mais je sentais qu'il y avait un truc bizarre. Et après, bon, j'étais chez les femmes comme ça. Bon, j'aimais bien parce qu'on avait toujours les mêmes femmes, un peu les mamies, comme ça, donc c'était agréable. Mais quand même, moi, je l'ai ressenti comme une injustice. Et c'est vrai que ça m'a éloignée un certain temps. En plus, c'est à la période d'adolescence, donc on n'est pas très futé. Donc, je l'ai un peu mal pris, c'est vrai, pour après revenir un peu plus docile. Et est-ce que vous avez la sensation que le judaïsme ne fait pas la part belle aux femmes? Ou du moins qu'il y a encore des choses qui sont compliquées pour les femmes? Oui, bah ça, c'est un peu dans toutes les religions. Alors, ça dépend. En fait, ça dépend comment on regarde les choses. C'est le rapport au réel, parce qu'on a quand même des figures magnifiques dans le judaïsme. Voilà. Moi, je suis très contente de m'appeler Rachel pour ça, par exemple. Même si Léa, elle m'embête un peu. Hein. Je ne suis pas très contente. Non, mais voilà, après, aujourd'hui, j'espère qu'on pourra avancer plutôt main dans la main avec les hommes en prenant en compte un contexte qui évolue, des choses qui puissent changer pour qu'on puisse pas se faire la guerre, mais que les femmes puissent... Mais ça, c'est récurrent chez vous, hein. Le côté, il ne faut pas qu'on se fasse la guerre, il faut qu'on parle, je déteste. Marche main dans la main. Mais oui, parce que c'est difficile. Oui, mais alors j'ai quand même l'impression que tout le mouvement féministe ne sait pas. Est-ce que les grandes avancées elles peuvent se faire comme ça? Non. En vrai. Ah, ce ne sont pas des féministes. Moi, je sais qu'on m'a engueulé. Bah, c'était Rokhaya Diallo qui m'a dit on ne peut pas dire ça, ce ne sont pas des féministes. Le féminisme est un universalisme. Il n'y a pas de féminisme si les hommes ne sont pas avec nous. C'est impossible. Donc, c'est-à-dire que si l'homme fait partie du problème, il fait aussi partie de la solution. Voilà. Donc, on ne peut pas... Si je vous suis, par exemple, on a beaucoup parlé de la libération de la parole. Moi, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, dans les violences faites aux femmes, il y a un plafond de verre qui a quand même explosé. Il a mis du temps, mais il a aujourd'hui explosé. Quand vous voyez le hashtag MeToo, vous vous dites, on fait avancer les choses. Quand vous voyez Balance ton porc, avec des noms qui sont parfois jetés en pâture à tort, avec des mecs qui perdent tout. Je pense à Éric Brion, pour qui j'ai travaillé il y a très très longtemps sur Equidia, qui a été laminé, mais socialement, politiquement, enfin je veux dire, pour une phrase qu'il aurait dite à quelqu'un qui n'était même pas sous ses ordres dans une soirée privée. Pour vous, ça, c'est pas du féminisme? C'est pas le féminisme, moi, qui me plaît. Ça, c'est... Bah non, à partir du moment où on crée de nouvelles injustices et on reproduit, en fait, on était la victime, on devient le bourreau, je vois pas en quoi ça, c'est féministe. Et vous pensez pas qu'on est peut-être, enfin, il y a une vieille phrase qui dit on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que parfois, la violence, elle fait des victimes collatérales, mais que c'est la seule façon d'avancer? Moi, c'est ce que j'entends beaucoup de la part de féministes un peu plus radicales que vous. Moi, j'ai l'impression que... Non, mais je suis très radicale, mais sur mon chemin, en fait. Je suis très radicale sur le débat, je suis très radicale sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la conjugaison. En fait, c'est moins clinquant, mais c'est beaucoup plus difficile à faire, en fait, ça. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, on ne fait pas de femmelette sans... Non, je sais. Je n'ai pas préparé avec vous. Hein. D'accord. Non, mais je suis d'accord avec vous, sauf que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça crie beaucoup, c'est très fort. La parole se libère. C'est super que la parole se libère, c'est génial. J'aimerais bien que l'écoute puisse se libérer, en fait. Parce que s'il y a... Et vous avez la sensation que la parole, elle est trop hystérique pour être entendue parfois? Oui, c'est ça le problème. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'y aller un peu... ça y est, il y a des choses qui sont sorties, il fallait que ça sorte, il fallait que ça soit comme ça. Mais après, au bout d'un moment, parce que si on n'arrive plus à se parler, parce que vous, par exemple, on va vous prendre pour une femme, oui, mais et on va préjuger de ce que vous pensez, par exemple. Ça, c'est quand même assez détestable. On va penser que oui, alors vous êtes pour, je ne sais pas quoi, ne lire que des femmes en auteur, ne plus être interviewé que par des femmes, enfin, un truc complètement dingue. Ça, c'est juste pas possible. Moi, ce que je n'aime pas, c'est par rapport aux femmes,
ce comportement-là, c'est un comportement de domination, en fait. Ces féministes-là ont un comportement de domination par rapport à nous. Et ça, je trouve ça juste intolérable. C'est difficile aujourd'hui de se revendiquer féministe dans toute cette galaxie féministe qui peut être parfois très violente. C'est compliqué. Est-ce que vous avez l'impression qu'elles marquent contre leur camp? Oui, dans une certaine mesure, mais par contre, je ne lâcherai pas le mot féminisme, en fait, parce que c'est quand même un mot, et puis en plus, on est le fruit d'un héritage des Badinter, des Simone Veil, etc. Enfin, le chemin qui a été fait par ces femmes-là, il est quand même, j'ai pas envie de comparer, mais c'était quand même un sacré pas, de sacrées avancées. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on crie sur des trucs, parfois, c'est plus, il y a un petit côté imposture, il y a un côté comme ça, mais parce qu'on est dans un contexte de réseaux sociaux, de buzz, de petites phrases, etc. Donc, c'est ça aussi. Hein. Pour préparer cette émission, je me suis beaucoup renseignée. Je me définis vraiment comme féministe. Je crois même que je suis un petit peu plus radicale que vous. Je sais pas. Non, mais... Là, je montre pas de blanche parce que vous voyez. Voilà, c'est ça. Et puis moi, j'ai pas de chat à côté de moi. Mais, voilà. non, mais par exemple, prenons un truc qui a commencé, dont on a commencé à parler pendant Nuit debout. Oui. C'est les réunions non mixtes. Alors moi, j'étais en Israël à ce moment-là. J'ai découvert les réunions non mixtes, donc les réunions pour parler des agressions sexuelles faites aux femmes qu'avec des femmes. Et j'ai fait comme 70% des gens. J'ai fait « Ah, mais mon Dieu, quelle horreur! Mais qu'est-ce que c'est nazi ?» Enfin voilà, parce que moi, j'ai un point Godwin qui est quand même très, très près de mon indignation. Et finalement, je dois l'avouer, 4 ans après, ou même plusieurs années après, j'ai beaucoup lu sur le sujet. Et je me suis rendu compte, par exemple, que quand vous invitez dans des conférences sur une même profession, par exemple, prenons les influenceurs, vous prenez des influenceurs hommes et femmes, ben, il paraît que la parole est monopolisée par les mecs et que les femmes ne parlent pas. Et que quand les réunions sur les violences faites aux femmes, par exemple, ou sur les violences faites aux Noirs ou contre les musulmans, il y a des non-musulmans, et ben, il paraît, c'est sociologique, enfin, il y a des études qui sont parues, que 50% de la réunion, elle est en fait une discussion entre une personne qui n'est pas concernée et qui dit « Ah bon, mais t'es vraiment sûre de ça ?» etc. Donc, j'ai un peu bougé sur le sujet, j'ai pas honte de le dire, j'assume parfaitement. Est-ce que vous pensez que la non-mixité des réunions, dans une réunion par exemple syndicale, le patron n'est pas là, hein, on ne va pas se la raconter, il n'y a que les syndiqués qui sont là. Est-ce que vous pensez que la non-mixité, c'est le drame absolu? Parce que vous disiez tout à l'heure qu'il fallait des hommes, qu'il fallait qu'on marche ensemble, etc. Voilà, j'ai un gros problème en fait avec la non-mixité parce que mon agenda est blindé. Parce qu'en fait, si je dois aller à toutes les réunions de femmes, de noirs, de juives, mon agenda, je n'arrête pas là maintenant. Oui, c'est ça, parce que vous cumulez en fait. Vous cumulez. Voilà. Donc, d'artistes, de juristes, de sportives, de machin, moi, je ne peux Pour plus. vous, c'est un non-sens si on parle sérieusement? Non, en fait, sérieusement, ce n'est pas un non-sens lorsque les victimes ou les juristes ou les gens qui doivent faire la réparation doivent travailler sur des choses. Ce que je n'aime pas, c'est le côté ostentatoire. Et notamment, ce n'était pas au sujet des femmes, mais c'était au sujet des réunions en non-mixité, que des femmes raciales. Voilà. Ce qui opposait les femmes blanches et les femmes noires. En fait, on va créer à chaque fois quelque chose qui va nous opposer dans le féminisme. Donc ça aussi, c'est... Voilà. Par ailleurs, qui est noir, qui est blanc? Moi, tout dépend. Moi, en Gambie, je suis blanche. Hein, donc, voilà, c'est... comment on se définit soi-même. Après, la seule réponse que j'ai à ces choses en non-mixité, mixité, l'objectif, c'est la réparation. L'objectif, c'est l'égalité, c'est les droits, c'est la liberté. Je pense qu'il faudrait qu'on travaille depuis petite à ce que les femmes, avec des psys, avec des coachs, je ne sais pas, qu'on puisse petite ne pas avoir peur de parler
ne pas avoir peur en réunion de s'imposer, etc. Parce que si on avait ça petite, on n'aurait plus besoin d'être en non-mixité plus tard. Ensuite, moi, l'exemple, c'est celui du Rwanda, où en fait, pour la reconstruction, on a forcé les familles à se reparler entre elles, à se mélanger, à se machin. Et c'est un pays qui a fait un saut en 25 ans absolument dingue, d'un point de vue culturel, social, économique, pour que l'ensemble des questions ethniques disparaissent et que tout le peuple devienne le peuple rwandais. Et ça, c'est parce qu'il y avait de la mixité. Et le président avait dit, il y a une maison Hutu, une maison Tutsi, une maison Hutu, une maison Tutsi. Et puis, il organisait les débats avec des gens qui avaient la machette à un moment donné. Hein. Pour exorciser ce qui s'était passé, ouais, pour passer à autre chose. Exactement. Enfin, pour dépasser pour dépasser, pour présenter. Enfin, il y avait tout un rite accompagné par beaucoup de psychologues aussi. Donc, voilà. Je ne sais pas, la mixité, non, j'entends, hein, mais c'est un peu comme dans le sport, en fait. Ou dans la danse, quand moi, j'ai des danseuses qui me demandent de faire des choses que entre femmes. Voilà. Mais après, ça peut aller loin, parce que là, on peut parler, on ne va pas en parler, mais c'est une question de piscine. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Non, mais tout à fait. Tout à fait. Mais pour en revenir à la parole des femmes, moi, j'ai travaillé, donc je suis journaliste de formation, j'ai travaillé en télé, je devais caler des invités. Ouais. Et je me souviendrai toujours sur I24, on cherchait des spécialistes de l'Irak. Oui. Et donc, j'appelle une fille, une chercheuse en Israël, francophone, enfin, bon, un peu de mouton à 5 pattes. Elle me dit, je suis embêtée parce que je ne suis spécialiste que du nord de la région dont vous parlez. Alors qu'il y avait un mec qui était sur les rangs, il n'était même pas spécialiste du pays. Qu'est-ce qu'on fait pour que les femmes se sentent légitimes et une espèce de... Alors, en hébreu, on parle de chutzpah, un espèce de culot qui dit, mais attends, je vais y aller, quoi. Je vais y aller, je vais parler. Les mecs ont ce truc, qu'est-ce qu'on fait pour que nous, on l'ait? Moi, c'est ça, je pense que ça commence dès la maternelle. Hein. Et au sein des familles. Ce truc de... Alors, là, peut-être, je vais dire un truc qui n'est pas trop... Peut-être, je ne sais pas. Vous pouvez y aller. Hein. Moi, j'ai dit que j'étais pour les réunions non mixtes, hein, donc vous pouvez y aller. Bon, alors, d'accord. Alors, OK. Non, mais c'est vrai, mais si on reprend le truc de la synagogue, d'empêcher de faire la prière, etc., forcément, en réunion, après, on se sent pas légitime à parler. Hein. En fait, c'est un truc... Moi, je ne savais pas m'exprimer à l'oral. Vraiment parce que c'est vrai que mon père, il fallait avoir le mot juste, le mot précis, etc. Donc, je me suis accrochée à l'art et notamment à apprendre des textes pour jouer des rôles. Et je me suis dit, bon, c'est bien parce qu'au moins là, c'est écrit, je sais ce que je vais pouvoir dire, etc. C'est facile. Et puis après, de fil en aiguille, ça m'a appris à prendre la parole. Mais prendre la parole, c'est ce truc-là qu'on a à transmettre à nos filles. Mais il faut que ça soit à l'école, dans la rue, dans les synagogues. Mais oui, allez-y. Non, mais c'est vrai. Parce que pour l'instant, dans les synagogues, les réunions de femmes sont non mixtes. Hein. C'est un point pour moi. Les femmes sont entre elles, ce qui est un peu dommage pour le coup. Mais vous militeriez plutôt pour quelque chose d'un peu plus mixte. C'est-à-dire, nous, ce qu'on a à faire, là, c'est lutter contre notre peur, contre notre propre voix, en fait. Et donc, il faut qu'on s'entraîne. On apprend à parler en parlant. Si on ne parle jamais, on ne pourra pas être comme ça en détente, etc. Moi, j'ai l'impression que les cultures anglo-saxonnes, elles ont beaucoup plus de niaque, hein, les femmes, pour prendre la parole, etc. Parce que c'est une question d'éducation aussi. Hein. Vous trouvez qu'en France, on est un peu à la ramasse? Je trouve qu'en France, à partir du CP, et là, c'est filles ou garçons, vous savez, les enfants, les bébés, on les entend pleurer parce qu'ils pleurent avec le ventre et à la maternelle, ça fait du bruit parce qu'ils parlent avec le ventre, etc. Au CP, on n'a qu'une voix de gorge comme ça. Et déjà, ça veut dire quelque chose. On est assez bridé. Moi, je suis pour qu'à l'école, on puisse avoir 7 ans d'échange, filles, garçons, voilà, pour vraiment s'entraîner à la liberté d'expression. C'est le début de la mise en œuvre de la liberté d'expression.
Alors, vous parliez d'art, vous parliez de la place, qui est un lieu, qui est un peu la maison du hip-hop, qui est une culture qui réunit plein de disciplines, la danse, le graphe, le rap, donc voilà. C'est quand même un milieu qui est très sexiste, non, le hip-hop? Ouais, Comment est-ce qu'on fait pour... parce que vous co-dirigez quand même la place, est-ce que là, c'est aussi très politique? oui, oui, c'est extrêmement politique. Parce qu'on ne va pas égrener tous les noms des rappeurs Ah non, mais ça fait qui laissent partie. une place aux femmes. Ah bah oui, oui, non, Voilà. mais Et puis aussi les rappeurs antisémites. Enfin, euh, là, c'était aussi important pour vous de faire entendre votre voix dans ce toujours. milieu-là? Moi, je suis toujours l'autre, en fait. Je suis toujours la personne. Je suis à la fois pareille, mais différente à chaque fois. Donc, et ça, c'est vraiment mon rôle. C'est-à-dire qu'en fait, je peux être tout à fait la même, mais toujours un petit peu de quelqu'un d'autre. Donc, je suis un peu ce caillou dans la chaussure. Et c'est vrai que, bon, sur la question de l'antisémitisme, la question du rapport aux femmes, etc., il y a un chantier immense, mais il y a aussi des avancées. C'est-à-dire que là, notamment, on accueille pas mal de rappeuses à la place. Et on fait en sorte de faire des concerts ou des événements en mixité, en parité. On ne va pas faire des trucs pour les femmes et des trucs pour les gars. Non, non, vous allez vous confronter ensemble et peut-être que de cette émulation-là, il va se créer quelque chose. Voilà. C'est toujours ce tressage, en fait. Hein. Dans le monde de la culture, il y a quand même, aujourd'hui, on le voit, de nombreux artistes de la nouvelle scène. Je pense à Camélia Jordana, à Ise, qui a eu une victoire de la musique et qui aujourd'hui a dû passer une très bonne journée sur les réseaux sociaux. Ils sont beaucoup autour du collectif pour Justice pour Adama. Et est-ce que la radicalisation d'une partie de cette scène culturelle, de leur prise de position, enfin, moi personnellement, je serais l'attachée de presse de Camélia Jordana, je lui dirais de lever un peu le pied. J'ai l'impression que d'interview en interview, elle continue, elle persiste, elle signe, et encore une fois, je ne remets pas du tout en question ses convictions. Est-ce que cette radicalisation, elle vous effraie un peu? Ou est-ce que vous la sentez comme un frémissement politique de quelque chose parce que là, quand même, la culture, l'art, c'est fait pour nous réunir, non? Ça, en fait, ça ne m'effraie pas, juste ça me rend un peu... je me dis qu'on a raté quelque chose sur l'accompagnement des artistes, en fait. Parce que Camélia, elle est magnifique. Quand elle chante, c'est fabuleux. Iseut, c'est pareil. C'est fabuleux. Pareil, ouais. C'est fabuleux. Et en fait, c'est comme les sportifs, en fait. Accompagner, avoir des gens dans l'entourage, sur la pensée. Et aujourd'hui, on voit ô combien l'accès à la pensée, à la connaissance est compliqué, en fait, pour certaines personnes. Normalement, quand on a un artiste, on travaille avec lui de A à Z. On travaille ses chansons, son album, ses compositions, on travaille la sortie, on travaille ses mots, on choisit ses mots. Un artiste, c'est quelqu'un qui a une responsabilité de représenter quelque chose. C'est pas quelqu'un qui va faire son album et puis arriver, ah ouais, cool, je suis trop contente, je vais twerker, etc. C'est pas ça un artiste. Ou quelqu'un qui va dire, je suis noire. C'est un artiste. Ça veut dire que l'art, c'est toujours politique pour vous? L'art est toujours politique. Même dans des silences, même si c'est juste pour s'éclater. Et en plus, c'est toujours le reflet soit de ce qui va se passer, soit d'une photographie de ce qui se passe. On entendait déjà dans les... Moi, je parlais avec André Manoukian et c'est passionnant à chaque fois quand il nous raconte que déjà dans telle composition de Mozart, on entend déjà des sons que dans 2 ans plus tard, c'était la guerre de je sais pas quoi. Enfin, c'est des éponges de sensibilité. Et même dans le rap, on dit oui, ils sont anti... alors déjà, en plus, c'est une posture. Hein. Il y en a beaucoup, c'est vraiment une posture Oui, le côté anti-français, tout ça. Anti-français, anti-femme, anti-tout, etc. Mais quelqu'un comme Joe Star, sa sensibilité, elle est à fleur de peau, en fait. Est-ce qu'il y a l'âge aussi? Parce que Joey Star aujourd'hui, c'est pas Joey Star en Oui, 98, par exemple. oui, exactement. Mais de toute façon, les artistes, c'est des gens à la fois hyper forts et évidemment hyper fragiles, ça c'est pas un scoop, hein. Mais pour les Iseut et Camélia, qui sont des bijoux artistiques, les laisser aller aussi bas,
c'est d'une tristesse, mais moi, je serais les producteurs et les... Enfin, c'est pas bien. C'est pas bien de faire ça. Puis en plus, elles doivent se taper tout le truc du bad buzz sur les réseaux. Enfin, je sais pas comment elles vivent ça, mais c'est extrêmement douloureux. Ces deux femmes, bon, bref. Ça doit être difficile. Ouais. Très difficile. Et puis par ailleurs, il y a toujours ce truc de la nourriture, des névroses, l'ego qui a besoin de manger, de s'alimenter. Et en fait, l'ego est quand même content, même si c'est un bad buzz, qu'on parle d'elle. Et c'est horrible. Avant de donner la parole au public, j'aimerais, on l'a entendu, vous vous sentez très française. J'aimerais savoir... c'est pas que je me sens française, c'est que je suis française. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une identité qui... Non, mais oui. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une identité qui vibre très fort en vous. Ouais. Aujourd'hui, en 2021, ça se matérialise par quelle valeur? Parce qu'on est quand même dans un paysage politique engagé et militant qui est quand même très troublé. Ouais. C'est très compliqué. Oui. Moi-même, je suis partie par exemple, vivre en Israël, ce qui n'est pas anodin. Ouais. Vous, comment est-ce qu'aujourd'hui vous définiriez cet attachement viscéral à la France? Déjà parce que je pense que ces principes fondamentaux qui, en tout cas moi, de ma petite expérience, m'ont permis de m'émanciper et de m'affranchir et de dépasser cette question d'identité pour en faire une signature. Parce que voilà. Ensuite, avec ce qui se passe, que ce soit Samuel Paty, Mila, etc., on a l'impression de dire « j'aime la France », on a l'impression que c'est un gros mot, que genre on est collabo ou traître, etc. Donc moi, plus il y a ça, plus je suis vigilante pour le rappeler, pour le marteler, et puis pour essayer de le transmettre, mais par des exemples assez concrets. Je ne sais pas, là, alors, on n'arrive pas trop à voyager, mais aller avec des jeunes dans certains endroits en Île-de-France, leur montrer, je dis n'importe quoi, le désert de Retz ou aller Marie-Antoinette, avec toute cette symbolique d'universalisme. Il y a une tour de Babel là-bas qui a été construite. Enfin, voilà, c'est des choses, mais en fait, c'est parce que les gens ne connaissent pas souvent. Là, les petits rappeurs qui parlent de la Shoah, ils ne savent pas ce que c'est que la Shoah souvent. Donc, bon. Donc voilà, c'est cet amour de la France dont vous avez promis qu'on vous enverrait du love. Moi, j'ai passé une très très bonne soirée avec vous. Gad, je te remercie de reprendre la parole pour les questions nombreuses du public, j'imagine. Oui, merci Rachel, merci Virginie. La première question de David, elle concerne le rapport entre la communauté juive et la communauté noire. Est-ce que, Rachel, est-ce que vous pensez que l'engagement sioniste de Martin Luther King, la présence du rabbin Heschel, de Marion Wiesel aux marches de Selma, l'engagement de militants de l'Union des étudiants juifs d'Afrique du Sud dans la lutte contre l'apartheid, est-ce que tous ces combats qui ont rapproché les luttes, qui ont rapproché donc les juifs et les noirs, pourquoi n'ont-ils pas d'impact ou plus d'impact? Bon, en tout cas, c'est le sentiment qu'on peut avoir en France. Parce qu'il n'y a pas eu de relais, en fait, je crois. Aujourd'hui, malheureusement, il faudrait en fait qu'on soit attentif sur ce tissage entre les différentes communautés, même si c'est je répète toujours un peu la même chose, mais même si c'est dans des petites choses qu'on puisse stresser. Je sais que vous le faites, vous, Gad, mais en fait, c'est exactement ça, dans des petits événements, et puis après de plus en plus grands, mais qu'on puisse prendre la parole les uns sur les autres, les uns avec les autres. Je pense que c'est ça qui va... Il y a eu des grandes batailles, notamment celle pour les droits civiques que vous avez rappelées. Et là, noirs et juifs et noirs juifs noirs étaient main dans la main, etc. Mais il y a des sujets en fait où il faudrait créer ces espaces de débat pour se dire là et là, on est ensemble. Moi, je ne sais pas, même pour les fêtes, il y a des fêtes qui sont tellement dans l'histoire qui sont tellement dans les mêmes histoires. Enfin, je dis ce truc de la sortie d'Égypte parce que pour moi, ça serait à l'heure où il y a ce truc décolonial, mémoire de l'esclavage, etc. Ça serait hyper intéressant d'avoir une conférence
voilà, je sais pas moi, Code Noir est sorti d'Égypte, ou je sais pas, un truc, c'est une proposition, je sais pas. Oui, ben c'est effectivement quelque chose qui est Donc, dans 2 totalement mois, c'est monté par garde. Hein. Je vous explique, en règle générale, ça se passe comme ça, hein. Voire 2 semaines. Une question de Lucia à propos de la question du Rwanda. La parole des victimes émerge à peine et vous avez vous avez paru Rachel évacuer assez rapidement la question. Est-ce que vous pensez que ce rapprochement des victimes et des bourreaux porte ses fruits réellement? Moi, j'ai eu l'impression, enfin moi j'y suis allée, j'ai des amis qui sont rwandais et qui y vivent, et j'ai l'impression que ça a plutôt fonctionné. Alors par contre, ça a été pas une politique molle, ça a été une politique très dure, avec une exigence, des exigences du président extrêmement difficiles. Et la parole des victimes, elle a quand même, il y a quand même eu pas mal de témoignages et beaucoup de pays avec le Rwanda, et notamment Israël, hein, pour recoudre. Hein. D'accord. Après, moi, j'y suis allée. Après, il y a des cas aussi. Le Rwanda a des situations à régler. Enfin, les enfants, je pense aux associations qui ont élevé les enfants issus du viol, Tutsi ou tout. Il y a quand même, l'État a fait des choses. Mais c'est venu, en fait, au niveau étatique. D'accord. Est-ce que de là où vous êtes au cœur de cette culture urbaine qui touche les jeunes, un peu moins les moins jeunes, certains d'entre nous apprécient le hip-hop et le rap, est-ce que vous pensez que vous êtes au cœur de ce laboratoire des tendances de la France? Et est-ce que ce milieu est touché par justement ces tensions identitaires? Oui, alors c'est pas toujours évident parce que en fait j'ai le sentiment, je me retrouve à dialoguer dans la même journée parfois avec un ministre, avec je sais pas un comédien et puis un rappeur et puis je sais pas quoi. Euh, et en fait, je me dis très souvent qu'il ne faut pas non plus entre guillemets, stigmatiser, mais ça va des deux côtés, ça va dans les deux sens en fait. C'est parce que je vois les deux faces de mes interlocuteurs. Euh, et j'ai l'impression, par rapport à cette jeunesse, à cet endroit-là, d'être un peu le dernier rempart. Parce qu'en fait, le haut ne va pas leur parler directement. Et ça, c'est dommage. Ils me donnent les clés pour aller parler aux gens. Mais en fait, non. En fait, il faut juste y aller quoi, avec eux et faire des trucs avec eux. Parce que là, je me retrouve un peu le go-between entre plusieurs mondes. Quoi. C'est très particulier. Peut-être une question personnelle. On a à l'Écuge, non, personnelle en tout cas, que je poserai. On a à l'Écuge lancé un podcast musical Oui. et le dernier de ces podcasts, qui apparaîtra la semaine prochaine, s'intitule « Le rap est-il antisémite ?» Et évidemment, la réponse est assez vite faite. Le rap français est-il antisémite? En fait, non, hein, évidemment. Il y a probablement un ou deux rappeurs antisémites et seulement ces deux rappeurs. Néanmoins, le rap français est traversé par le fantôme de l'antisionisme, avec Israël comme épouvantail permanent et la cause palestinienne comme espoir ou espérance de combat pour ces jeunes rappeurs. Vous connaissez ce lien ténu entre antisionisme et antisémitisme. Comment vous pouvez nous décrypter cette tentation, cette tendance comme ça de considérer Israël systématiquement comme le grand méchant? Ouais, c'est très douloureux ça. Voilà, vous me posez une question qui est extrêmement douloureuse. C'est très douloureux, moi, quand j'entends. Après,
je défendrai bec et ongle Israël, même si je ne suis pas d'accord toujours avec la politique. Là, on est entre nous, donc je peux le dire comme ça. Mais même par rapport au vaccin, ce qui s'est passé au début, et donc je suis allée sur LCI pour dire que oui, voilà, c'était complètement faux, qu'en fait, tout le monde se faisait vacciner, qu'il n'y avait pas des trucs avec les Palestiniens, les prisonniers qui étaient empêchés ou je ne sais pas quoi, enfin, tout un truc. Il y a des gens qui bougent quand même par rapport à Israël. Moi, là, il y a certains rappeurs, et là, je suis un peu contente que j'ai réussi à faire bouger et qui étaient vraiment... on peut dire ça pro-palestinien, on peut dire ça. Oui, oui, bien d'accord, sûr. ok, d'accord. Ok. Bien sûr. Ok. Pro-palestinien, bon, ok. Après, c'est ce truc avec la montée de l'islamisation, du lavage de cerveau, d'une méconnaissance historique, parce que moi, je suis sioniste. Enfin, je veux dire, je suis sioniste comme mon grand-père était sioniste, enfin, comme ma mère l'est. Enfin, c'est un truc d'amour pour cette terre. Non, mais c'est en fait le bouc émissaire. On revient au truc du bouc émissaire. Il faut bien trouver un coupable à leur morcellement intérieur, parce que le morcellement, il est intérieur, là, pour le coup. Au lieu de se regarder en face avec tout le travail à accomplir pour soi-même, je vais être un peu provocatrice, cultive ton jardin pour toi, au lieu de regarder l'autre qui a cultivé son truc. Voilà. Et Rachel, juste, vous parliez tout à l'heure de posture, notamment par rapport aux femmes, au discours dans le rap sur les femmes. Alors moi, il y a un album que j'aime beaucoup. Il se trouve que j'ai grandi à Porte-de-la-Chapelle, donc la première consultation de Doc Génico est pour moi l'un des meilleurs albums j'en étais sûre. Album du monde. Alors, Doc Génico, dans la rue, il parle des youpins. Ouais. Et alors, pour l'avoir vu dans toutes les synagogues de Paris et aujourd'hui au pèlerinage à Ouman tous les ans, comment est-ce qu'on fait pour... Non, mais parce que franchement, il faut le dire, il n'a jamais été strictement... Enfin, vraiment, il n'y a pas une once d'antisémitisme. Et le paradoxe, c'est qu'il a été le premier rappeur condamné pour ces mots. Voilà, alors, comment est-ce qu'on fait la différence entre la posture, l'espèce de truc un peu show-off qui n'est pas bien. Entre l'artiste. Voilà, oui, entre l'artiste. Moi, qu'on appelle les juifs des youpins. Et pourtant, chez lui, il n'y avait rien de strictement antisémite. Enfin, vraiment, à aucun moment. Et on le sait aujourd'hui. Et nous, on le savait à l'époque parce qu'il traînait avec tout le monde. Et que voilà. Alors, comment on fait pour... est-ce qu'il faut séparer le rappeur de l'homme? Enfin, je ne sais pas. La posture, comment est-ce qu'on fait pour démêler le vrai du faux dans la posture? Parce que c'est quand même un monde de posture, ce truc de rap là, avec des grosses bagnoles et des trucs comme ça. Bien sûr. Mais je ne comprends pas pourquoi on le fait dans tous les autres domaines et pourquoi on ne le ferait pas dans le rap. C'est ça qui est très étonnant. On le fait dans tous les autres domaines, que ce soit au cinéma, de séparer le réalisateur de l'homme. En littérature, on le fait. Et dans le rap, non. Mais les gars, ils sont en représentation complète. Et puis, un autre truc aussi. Alors, on n'a pas beaucoup de spécialistes hip-hop. Moi, j'aime bien quand ce sont des gens qui connaissent les textes, qui connaissent le hip-hop, qui vont travailler sur des textes pour nous dire ça. Et c'est pas parce qu'on sait faire des commentaires de Nietzsche comme ça, au doigt levé, là, je sais pas, non. Enfin, voilà, qu'on est un pro de Hegel, qu'on va pouvoir analyser les textes de hip-hop. Les textes de hip-hop, c'est hyper technique, c'est hyper codé. Et pour moi, ce n'est pas de la sous-culture. Donc, en fait, à partir du moment où on commence à regarder, à prendre de haut cette culture-là, ça ne va pas. Ensuite, ce qu'il faut regarder par rapport à l'antisémitisme ou à l'antisionisme, etc., c'est que dans certains textes, tout le monde est attaqué. Et les Noirs en premier. Les textes de hip-hop qui sont absolument racistes. Puis même le fait de dire négro comme ça, c'est pas très non plus, c'est pas super. Hein. Moi, la personne qui m'est, c'est intéressant d'ailleurs, hein, qui m'est insultée, je vous donne un petit scoop, qui m'est dit négresse, la seule personne qui m'est dit négresse dans ma vie, c'est Dieudonné. Très bien. Ouais, voilà. Bon, est-ce qu'on va garder cette conclusion? Non, on a dit qu'on envoyait du love. On a dit qu'on envoyait du love. Oui, on va faire du love et on va demander à
à Rachel de nous parler de ses projets. Ouais. Il y a un livre qui sort le 10 mars, qui s'appelle Racé, aux éditions de l'Observatoire, et qui s'annonce chargé. Dit comme ça, non, c'est la continuité de l'engagement de Rachel. Quelques mots sur ce livre, Rachel, on vous recevra probablement dès qu'il sortira, mais en avant-première, parce que je crois que vous n'en avez pas encore parlé. Non, j'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé, c'est un livre auquel je tiens beaucoup, qui s'appelle Racé. J'ai trouvé ce titre parce que évidemment, c'était une réponse à ce mot que je déteste, racisé, que je ne peux pas, parce qu'un jour, une journaliste m'a demandé, mais vous, en tant que racisé, vous en pensez quoi? Moi, je dis, moi, je ne suis pas racisée du tout. Hein. Donc, mais si, vous êtes racisée. Je dis, non, parce que personne ne me racise, en fait. Parce que j'ai l'impression que ça doit faire mal. Vu les gens qui sont racisés, quel est leur mood, franchement, ça ne doit pas être super d'être racisé. Bon. Donc, j'ai trouvé racé, qui était un joli mot pour dire, comme dans sucré, comme dans salé, d'avoir plusieurs choses en soi, enfin plusieurs, entre guillemets, races. Mais c'est surtout un livre sur les mots, où en fait, je définis les mots qui nous séparent. Sous-chien, racisé, afrodescendant, les quotas. La deuxième partie, c'est les mots qui vont nulle part et qui nous ont fait beaucoup mal. Diversité, vivre ensemble, tous ces mots dans les discours. De la novlangue. Voilà, comme ça. Mais qui nous ont fait extrêmement mal parce qu'on n'a pas répondu à temps à des choses qui étaient essentielles. Et puis dans la troisième partie, je fais des tentatives, mais c'est très intime, sur des mots qui, moi, me réparent. Voilà, évidemment, le silence, la créolisation, le mot signature que je préfère vraiment qu'on puisse parler de signature d'une personne plutôt que son identité, parce que sa manière de parler, sa manière de marcher, sa manière de rire dit beaucoup plus d'elle que toutes ses origines. Voilà. Donc ça sort et bon, je vais avoir besoin de vous parce que je sais que je vais être un peu attaquée. Et on sera là. On sera là pour avec du LOL et avec des chats sur Twitter. Voilà, contre les haters. Et alors l'occasion, donc, merci beaucoup à Rachel Kahn d'avoir partagé ce moment intime et d'avoir partagé avec nous votre signature qui est inspirante. Alors, on va remercier toutes les personnes qui nous ont suivis sur ce Zoom et via Facebook et leur donner date pour le 10 mars pour la sortie de votre livre, Racé, et également vous donner rendez-vous à l'Institut Wiesel le 17 février avec Marcel Gaucher pour sa leçon inaugurale pour l'Institut Wiesel, le 21 février avec Virginie Gage et Julien Drey pour notre rendez-vous dimanche soir juif et politique. Je travaillais avec lui, hein, vous savez. Oui, à la région. Et également, vous donnez rendez-vous le 24 février pour fêter ensemble Purim. Vous retrouverez pour l'occasion notre MC de la soirée, Rachel Kahn, mais surtout, une création totalement inédite de Rémi Youlzari pour un spectacle qui s'appelle la Megillah Slam. On parlera de l'histoire de Purim, des mots de Purim et surtout, on le fera en musique, un spectacle qui sera retransmis en live stream. Vous aurez tous les détails dès demain ou dans la prochaine newsletter de l'Écuge. Virginie, un dernier mot? Merci beaucoup, Gad. Merci beaucoup, Rachel, pour ce moment. Effectivement, vous nous aviez promis d'envoyer du love et vous nous avez envoyé du love et ça donne envie de se parler, de continuer à créer des ponts. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain avec Julien Drey. Voilà. Et on termine par le mot de Marlène pour Rachel. Vous êtes merveilleuse. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.